On est de retour. On reçoit Nicolas Dupont-Aignan pour l'invité exceptionnel. L'invité exceptionnel. Alors, on est de retour sur Frontières avec Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes président de Debout la France, ancien député de l'Essonne, et vous êtes officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2027. Eh oui. Si elle n'a pas lieu avant. Ce serait magnifique. Alors, pour quelles raisons est-ce que vous vous lancez aussitôt dans la course à la présidentielle ? D'abord parce que les autres sont lancés. Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Mélenchon, Madame Le Pen et quantité d'autres. Et puis surtout parce que je vois se dessiner une nouvelle présidentielle qui passerait à côté de l'essentiel. Et j'écoutais votre débat tout à l'heure et je veux faire sauter le verrou de l'Union européenne. Et je vois avec effroi l'ensemble des candidats, même les plus patriotes, que j'ai toujours soutenus au second tour, évacuer ce sujet. Comme si on pouvait s'accommoder de ce qui se passe. Or, parallèlement, il y a un changement de contexte encore plus impressionnant, inquiétant. C'est que non seulement je pense qu'on ne peut pas rétablir l'ordre, contrôler l'immigration, relancer le pouvoir d'achat, la compétitivité, sans en finir avec l'Union européenne, et la remplacer par une structure très légère, sans rendre aux nations leur souveraineté. Mais maintenant, il y a un saut fédéral qui est en train d'être préparé par Emmanuel Macron dans l'indifférence générale, partage de la dissuasion nucléaire, défense européenne, et ce qui m'a poussé à accélérer, je vais être très franc avec vous, l'interdiction, la fin des libertés publiques. Ce qui se passe en Roumanie est absolument ahurissant. Et ce qui se passe en Roumanie, ils le feront en France. On peut peut-être expliquer ce qui se passe en Roumanie. Le candidat Georgescu qui était en tête aux élections. Les élections ont été annulées pour une ingérence étrangère par les réseaux sociaux d'après le gouvernement, la justice roumaine et l'Union européenne. Et actuellement, ils ont interdit donc à Georgescu de se représenter aux nouvelles élections. Alors qu'il est à 44% dans les sondages. Pour le premier tour, 44%. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Donc c'est un coup d'État. Mais ce n'est pas un coup d'État, il y a eu des coups d'État en Europe. C'est un coup d'État organisé, prémédité, revendiqué par M. Breton sur RMC, qui a dit que l'annulation du second tour 3 jours avant, c'était pour empêcher un candidat souverainiste. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Donc je pense qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, moi, j'ai plus rien à perdre. Je suis libre, totalement libre. J'ai la chance d'avoir quelques Français qui m'aiment bien. Il y avait 19% dans un sondage du Figaro qui voulait que je me présente. Donc je me suis dit, magnifique. Et puis surtout, je sens l'opposition s'évanouir. Je sens que pour gagner, l'opposition semble prête à oublier ses convictions les plus intimes. Et je pense que si beaucoup de Français me soutiennent, obligatoirement le centre de gravité redeviendra davantage souverainiste. Et donc je serai un candidat, moi je le dis toujours, indépendantiste. Parce que si on n'aborde pas de front cette question de l'Union européenne, même si on gagnait, j'en serais ravi. Quand je dis on, les amoureux de la France, les patriotes, tout ce que vous voulez, si on fait une loi immigration, puis que le Conseil constitutionnel annule parce qu'on a signé des traités européens qu'on n'a pas dénoncés, vous voyez bien qu'on n'ira nulle part. Donc je pense qu'il faut de la franchise vis-à-vis des Français. Et puis dernier point, j'ai vu ce qui s'était passé aux États-Unis. Et je ne suis pas trumpiste au sens où je pense que chaque pays a sa propre histoire, son propre caractère, et qu'il ne faut pas copier Trump pour copier Trump. Ce serait stupide. En revanche, c'est la victoire de la clarté politique, de la cohérence politique et de la vraie opposition. Voilà. Donc, comme je pense qu'il y a matière à rassembler des Français qui n'en peuvent plus des faux semblants. Et donc, quand on se présente à la présidentielle, on a un programme. Quelles seraient les grandes lignes de votre programme ? Les grandes lignes, je les ai indiquées. Vous pouvez retrouver mon discours de samedi dernier. C'est de faire sauter les deux verrous qui bloquent le jeu politique français et qui interdisent tout changement. Je l'ai dit, un électrochoc démocratique, référendum d'initiative citoyenne, vote blanc, parce que si on passe pas par le référendum,
le système français se refermera sur ceux qui gagneront. Et puis, bien évidemment, le choc indépendantiste, c'est-à-dire, 1, on ne donne plus un sou, un centime d'euro à l'Union européenne. 2, on rétablit la primauté du droit national sur le droit européen. 3, et ça c'est fondamental, on met en place une politique agricole nationale. 4, on n'obéit plus aux oukases de Madame von der Leyen. Et une fois qu'on fait ça, c'est la crise en Europe. Mais ce qui va changer, c'est que les autres, en tout cas certaines autres nations, certains autres gouvernements seront ravis. Je pense à Orban, je pense à Meloni, je pense à d'autres. Et là, on se met autour de la table et il n'y a que 2 solutions. Il n'y en a que 2. Soit on remplace l'Union européenne, c'est-à-dire on supprime la Commission, j'ai même rédigé un traité, il y a bien longtemps, il est toujours d'actualité, et on fait une Europe légère, souverainiste, c'est-à-dire gaullienne. Chaque pays retrouve ses frontières. Ah, j'oubliais l'armée aux frontières, bien sûr. Chaque pays retrouve ses frontières, son budget, ses lois. Et on peut travailler, ce qui n'interdit en rien de belles coopérations. Soit on n'a pas d'accord d'un certain nombre de nos partenaires, eh bien on s'en va. Mais je privilégie davantage le remplacement de l'Union européenne par une structure légère que le Frexit sec immédiat. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller au Frexit sec immédiat et que ma solution a un avantage énorme. C'est que je fais disparaître l'Union européenne. Parce que l'inconvénient du Frexit, cher à nos amis Asselineau et Philippot, c'est que pour moi, c'est la solution de dernier recours. Mais ça laisse survivre l'Union européenne, à nos côtés. Et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut vraiment accoucher d'une nouvelle Europe qui redonne vie aux nations souveraines. Et je pense qu'il peut y avoir une majorité dans l'Union européenne. Pas tous, bien sûr. Mais quand on voit les forces politiques qui existent, il peut se passer quelque chose. Et en tout cas, ce que je vous dis, c'est que si on ne le fait pas, et qu'on ne le demande pas aux Français, et qu'on ne leur offre même pas ce choix, comment voulez-vous que la France retrouve son indépendance ? Et donc, vous n'êtes pas pour un Frexit sec parce que vous dites que l'Union européenne continuerait d'exister et la France en serait dehors. Donc, vous voulez détruire la technocratie bruxelloise de l'intérieur. Exactement. D'accord. Mais je ne veux pas la réformer. En fait, il y a 3 solutions. Il y a ce que j'ai souvent demandé, parce que je sais que certains souverainistes vont dire oui, alors il a changé d'avis. Oui, j'ai changé d'avis. Non, mais j'assume. Au début, je pensais qu'on pouvait réformer l'Union européenne. Comme aujourd'hui, Bardella, Le Pen, Zemmour, les autres. Mais non, on ne la réformera plus. Elle est dans un processus de coup d'État. Et donc, je pense que là, il faut y aller franc jeu. Mais il faut avoir un mandat des Français. Et il faut être clair vis-à-vis des Français. Or, il n'y a aucun candidat indépendantiste. Il n'y en a pas. Alors, certains me diront, si, il y a Philippot, il y a Asselineau. Oui, mais il y a une différence énorme. C'est que moi, j'ai eu 600 signatures de parrains. Florian Philippot en a une. Asselineau en a eu 293. Et je suis le seul souverainiste qui peut avoir les signatures, qui les a. Et donc, je me suis dit, mon devoir, c'est d'y aller. Et d'appeler tous les souverainistes de France. Et imaginez que si très vite, on dépasse les 5, 6, 7, vous imaginez le centre de gravité des patriotes va changer. Parce qu'aujourd'hui, le centre de gravité, il est en train de basculer vers l'Union européenne. Et ça, je ne peux pas l'accepter parce que ce serait mentir aux Français. Si c'est pour refaire une nouvelle élection de Chirac, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, la France reçoit environ 500 000 immigrés par an. Quel est votre programme sur la question de l'immigration ? Est-ce que vous avez chiffré le nombre d'immigrés légaux qui pourraient rentrer ? Alors, je pense d'abord qu'il faut faire sauter le verrou de l'Union européenne. La directive retour. Je vois Bruno Retailleau qui s'époumonne. S'il y a la directive retour, vous pouvez voter toutes les lois. Je voyais mes prédécesseurs là, mais vous votez toutes les lois, même vous faites un référendum. Mais il y a la directive retour, vous avez des traités, il faut le dénoncer. Deuxièmement, je veux mettre l'armée aux frontières. Pourquoi l'armée aux frontières ? Parce qu'aujourd'hui, la gendarmerie et la police n'ont pas les moyens de le faire. L'armée aux frontières, c'est un signal clair, pas seulement d'ailleurs contre l'immigration, mais aussi contre les narcotrafiquants, les go-fast qui traversent tout notre pays comme si de rien n'était. L'armée aux frontières, c'est vraiment un signal. Et c'est un changement radical. Deuxième point, les demandeurs d'asile font leur demande en ambassade ou dans des centres de rétention fermés à nos frontières. Le droit du sol, bien évidemment. La suspension et la suppression de toute aide sociale, 5 ans, même pour des réguliers. Donc, si on met l'armée aux frontières, on rétablit les frontières. C'est pas la double frontière de notre ami Jordan Bardella. Parce que la double frontière de Jordan Bardella, c'est qu'en fait, il suffit que le migrant se mette dans la file Union européenne puisqu'on la contrôle pas, et il va passer. Donc c'est un leurre. Il n'y a qu'une frontière dans la vie. Soit c'est la frontière européenne, soit c'est la frontière française.
Aujourd'hui, c'est la frontière européenne, ça marche pas. On rétablit la frontière nationale, même pour les ressortissants de l'Union européenne. Et pour les frontaliers, il y a des systèmes maintenant, on le voit bien avec les télépéages, peuvent très bien par électronique favoriser le passage des frontaliers habituels. Donc il n'y a pas de problème de frontaliers. Vous savez, là aussi, il n'y aura pas de demi-mesure. Alors après, vous me dites le nombre. Le nombre, moi je pense qu'il ne faut pas dépasser 50 000. Voilà, il y a des étudiants, il y a des étrangers qui viennent travailler de grandes entreprises internationales ou françaises, il y a des compétences, il ne s'agit pas de fermer comme une boîte de conserve. Mais allez, 100 000, entre 500 000 et 100 000 déjà, ça serait un miracle, si on s'en donne les moyens. Mais si vous restez dans l'Union européenne, et si vous croyez qu'en renégociant la directive retour et en laissant la double frontière, on va y arriver, on se moque des Français. Moi, je ne veux plus mentir aux Français. Je ne veux pas leur mentir. Et je pense que plus j'aurai de voix, plus nous serons en mesure de faire revenir à la raison le Rassemblement national, c'est-à-dire de les obliger à arrêter cette dérive. Et je le dis amicalement. Et je peux me permettre de le dire parce que je suis le premier qui les a soutenus au second tour de 2017. Je suis le premier qui a crevé l'abcès. J'en ai pris plein la figure et je ne le regrette pas un instant. Donc, mais si, avant 2027, il y a cette course au système qu'on voit sur l'Ukraine, qu'on voit sur la sécurité, qu'on voit sur tous les systèmes, je peux vous le dire qu'il va se passer, il va y avoir une abstention des électeurs aussi patriotes qui commencent à s'interroger. Donc, voilà pourquoi je me lance, voilà pourquoi j'appelle au rassemblement des souverainistes, voilà pourquoi je suis convaincu qu'il faut mettre sur la table la question de l'Union européenne et qu'il y a beaucoup plus de Français qui ont compris qu'on le croit. Après, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je peux le faire moi, c'est comme je ne suis pas pour un Frexit sec. Le Frexit, je le garde en menace ultime, en solution de secours, en escalier de secours. Parce que c'est clair que si ça continue comme ça, il faudra partir. Mais avant de partir, je suis convaincu qu'il faut faire exploser le système et s'appuyer avec des chefs d'État comme Orban et comme d'autres, mais pas pour réformer à la marge, j'entends bien. Hein. Et il n'y a que la France qui peut le faire. Pourquoi il n'y a que la France qui peut le faire? Et l'Allemagne. Parce que la France et l'Allemagne, c'est eux qui payent. L'Italie n'a pas pu le faire, la Hongrie ne peut pas le faire, puisqu'elle dépend des fonds européens. Nous, on paye. Le jour où on arrête de payer, je suis le seul à le proposer. Et j'en ferai un des axes majeurs de ma campagne présidentielle. L'armée aux frontières, plus un centime pour l'Union européenne. Mais tous ces technocrates, tous ces fonctionnaires, toutes ces directives, mais tout ça s'effondre. Comme un château de cartes, parce qu'il y a deux pigeons dans l'Union européenne, l'Allemagne et la France. Mais l'Allemagne en profite, la France n'en profite pas. Donc voilà, donc le pigeon, c'est fini. Vous savez, la poste, pigeon, c'est fini. Aujourd'hui, la Commission européenne, qui est pourtant pas particulièrement défavorable à l'immigration, mardi a proposé un nouveau règlement sur la question de l'immigration en proposant des hubs de retour, en proposant de standardiser les OQTF dans les pays de l'Union européenne pour faire appliquer par exemple une OQTF en France. Si la personne s'enfuit en Belgique, elle peut être quand même expulsée, ce qui n'était pas le cas. Il y a quand même un mouvement du Parlement européen vers la droite et vers le moins d'immigration. Oui, il y a un petit mouvement. Mais comme structurellement le prototype est favorable à l'immigration, vous avez vu cette déclaration extraordinaire, vous aviez dû la noter à une époque, d'une commissaire irlandaise, je ne sais plus si c'est la même aujourd'hui, je crois qu'elle a changé, qui disait il y a 3 millions d'entrées de travailleurs, il en faut 4. Le modèle est immigrationniste. De toute façon, tant que vous n'avez pas rétabli les frontières nationales, le modèle est immigrationniste. Moi, ça me fait hurler de rire de voir tous ces gens qui s'agitent pour changer des détails, alors que vous rentrez sans frontières. Tout ça n'a aucun sens. Regardez ce qui se passe. Le pauvre Bruno Retailleau pédale dans le vide. Vous savez, ce sont les vélos d'appartement. Mais moi, j'ai connu ça depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis en politique. Je vois, et je peux me permettre de le dire, je ne veux plus de vélos d'appartement. Vous voyez, des gens qui font semblant de pédaler, mais la roue n'est pas sur le sol. Vous savez qu'en ce moment, le Premier ministre espagnol régularise à tour de bras. Oui, ils ont proposé 900 000 régularisations en 3 ans. Oui, mais vous savez où ils vont? Après, en France. Bah, bien sûr. Donc, je veux dire que tout ça est grotesque. Donc, soit on a un plan d'ensemble cohérent et on ne dit la vérité aux Français, soit ça va très mal finir. Et notre pays, voilà. Mais il n'y a pas que l'immigration, il y a la politique agricole. J'ai été au salon de l'agriculture, c'est extraordinaire. Alors, j'ai des agriculteurs de la FNSEA qui sont toujours sincères pour certains, bien qu'ils soient manipulés par leur direction, qui m'expliquent « Ah oui, mais monsieur Dupont-Aignan, on ne touche pas l'Union européenne, il nous apporte 9 milliards d'euros. » Ah oui? Oui, mais est-ce que vous savez qu'on donne 25 et qu'on n'en reçoit même pas 15, dont les 9? Donc ça sera beaucoup plus simple de rien verser, et moi je vous fais une politique agricole nationale. Mais c'est impossible. Ah bon? Et la Suisse fait comment?
La Suisse, pays ouvert sur le monde, ben, la Suisse a une politique agricole nationale. Et ça sera beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux. Voilà. Donc, et on pourra même donner un peu plus à nos agriculteurs. On passera de 9 à 12. Et ça nous coûtera moins cher globalement. Donc il y a un moment, il faut un discours de vérité. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Et si nous, les patriotes, on ne le dit pas, comment on va arriver au pouvoir ? Je veux vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, maintenant. Eh bien, monsieur Dupont-Aignan, j'ai un élément sonore à vous faire écouter. Le week-end dernier, je suis allé couvrir votre lancement de campagne et vous évoquiez Emmanuel Macron. Et selon vous, une décision radicale doit être prise. Une destitution qui s'impose pourtant plus que jamais. Elle s'impose et je le maintiens, je persiste et je signe, car l'heure est grave. Est-ce que Emmanuel Macron doit être destitué ? Bien évidemment. Mais moi, je n'ai pas changé d'avis. À partir du moment où vous avez un président de la République qui, pour la deuxième fois, la première fois c'est le 12 juillet 2021, ment sciemment aux Français pour créer la peur, la panique, instrumentalise un souci pour faire peur à ce point, c'est qu'il ne mérite pas de la nation. Il a été désavoué au premier tour des européennes. Les patriotes ont gagné largement. Ensuite, on a gagné, quand je dis on, le Rassemblement national, Ciotti, Debout la France, tous les autres, on a gagné le premier tour des législatives. Donc 2 fois, le peuple français a tranché. Une manœuvre entre les Républicains et le Front populaire et les macronistes. Donc c'est quand même extraordinaire. C'est quand même les Républicains, M. Wauquiez, tous les Républicains, les macronistes qui sont responsables des députés LFI. Bon, j'en sais quelque chose dans ma circonscription. Hein, ça, on a fait oublier. Bon, qui ont fait cette manœuvre pour déjouer. Bon. Ensuite, censure de gouvernement Barnier. Donc il y a eu européenne, premier tour, censure de Barnier. Il est désavoué par le peuple. Le général de Gaulle, qui a fait la Constitution, nous a expliqué, c'est écrit, il y a des textes, il y a des écrits, retrouver les mémoires de Perfit, que quand un président dissout et qu'il est désavoué, eh ben, il doit démissionner et il y a une nouvelle élection présidentielle. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi le RN n'a pas censuré Bayrou. Il fallait immédiatement après recensurer Bayrou sur le budget. C'est le même budget. C'est un budget délirant qui taxe les entreprises au moment où on est en faillite, qui ne fait pas d'économie. Si on avait censuré à nouveau Bayrou après Barnier, dès le début, il y aurait eu une crise institutionnelle et Macron aurait été obligé de partir. Vous pensez qu'il s'en fiche pas et qu'il reste autant qu'il veut ? Mais il s'en fiche pas parce que l'opposition est molle, parce que l'opposition ne comprend pas que dans la vie politique, il faut achever l'adversaire. Mais oui, mais regardez la preuve que j'avais raison. C'est que si on avait fait les choses clairement contre Bayrou, oui, il y aurait eu une petite crise. Mais est-ce que c'est une crise de faire appel au peuple ? Et puis pourquoi on vote pas la destitution au Parlement ? Je ne crois pas qu'on gagne. Pas les 2 tiers. Mais il fallait lancer le combat. La preuve en est, c'est que la bête a du ressort. C'est qu'elle reprend du poil de la bête. Et qu'elle instrumentalise sa position pour mettre en danger la nation sur l'Ukraine. Et raconter n'importe quoi aux Français. Alors je vois que tous les médias d'État, la propagande générale nous expliquent que c'est formidable, il a repris beaucoup de popularité. Je lisais un journal de collaboration ce matin, et qui me disait 27% c'est formidable. Ah bon ? Il est passé de 20 à 27. Ça reste très impopulaire, il y a les 3/4 des Français qui veulent plus de lui. Imaginez, cher monsieur, qu'il y a 6 Français sur 10 qui veulent sa destitution et son départ. Alors que l'ensemble des forces politiques, à part LFI malheureusement, c'est quand même triste de laisser ce monopole à Mélenchon, sont pour le maintien. Toute la presse, tous les médias, tout le monde. Et pourtant, il y a 6 Français sur 10. Ce que je veux dire, c'est ne confondons pas les jeux parlementaires, la vie médiatique et politique, et la réalité du peuple qui bout. Et je ne veux pas qu'on laisse Mélenchon être le seul réceptacle de cette colère sociale. Je mets en garde. C'est pas parce qu'il apparaît faible et que les médias le débinent, et je suis son adversaire total. Mais si l'opposition se compromet trop avec le macronisme, on aura un danger, je vous le dis. Vous ne savez pas ce qui peut se produire. Et moi, je veux que les patriotes gagnent en 2027. Et on gagnera si le râteau est large et si on n'oublie pas le peuple qui n'en peut plus. Et ce qui se passe sur l'Ukraine aujourd'hui est gravissime. Mais gravissime. La France est en train de passer à côté de la paix. La France est en train de passer à côté de la prospérité. La France est en train de se suicider économiquement. L'industrie allemande, l'industrie française.
Et les Américains vont faire la paix avec la Russie, s'emparer des terres rares, des ressources naturelles, dans notre dos. Et on annonce des éléments de langage de la Macronie qui, comme des canards sans tête, continuent. Et on n'ose pas assumer nos positions. Moi, j'assume. Voilà. Très bien. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent, parce que, Oui. mine de rien, vos idées sont proches de celles d'autres. Quelle est votre différence profonde entre vous, Marine Le Pen, et Éric Zemmour? J'en ai qu'une. Très claire. L'Union européenne. Je ne crois pas qu'on puisse faire le moindre compromis, surtout aujourd'hui, avec cette organisation néfaste qui est en train de s'attaquer à nos libertés, à notre démocratie. Et je pense qu'on ne peut pas dire aux Français, on va régler le problème du chômage, de l'immigration, de l'agriculture, de l'industrie, si on n'aborde pas la question de fond. Et je suis candidat à la présidentielle pour qu'il y ait au moins un candidat qui pose la question. Après, moi, vous ne m'entraînerez jamais dans ce qui a fait tant de mal entre Éric Zemmour et Marine Le Pen à la politique des petites phrases pour critiquer mes plus proches concurrents. Voilà. Donc, j'offre simplement aux Français une autre voie. Et plus nous serons nombreux, plus ça obligera Marine Le Pen, le RN et Éric Zemmour à ne pas compromettre avec l'Union européenne. C'est tout. Et c'est très simple, parce que je le dis, je le répète, attention, à force de vouloir séduire le système de toute façon nous déteste. Le système fera tout contre les patriotes. Et je pense qu'il y a une mauvaise stratégie. Maintenant, libre au Rassemblement national de la jouer, cette stratégie. C'est leur droit. Je le respecte. Et jamais, et ils savent très bien qu'au second tour, j'ai été le plus loyal. Ils savent très bien qu'en 2022, en 2017, je n'ai jamais critiqué et je suis pas rentré, comme d'autres, dans le jeu des petites phrases qui alimentent la division. En revanche, les électeurs patriotes ont quand même le choix de voter pour quelqu'un qui veut en finir avec l'Union européenne, qui veut soit la remplacer par une organisation légère, soit en sortir. C'est clair, limpide. Voilà ma différence. Une dernière question. Pourquoi est-ce qu'aux élections européennes de 2024, vous n'avez pas réussi à faire une liste commune avec Florian Philippot et Asselineau, alors que vraiment vos idées ont l'air d'être très proches, vous êtes dans un mouchoir de poche entre vos idées? J'en éternue. Il faut demander à M. Asselineau, qui a fait un combat permanent contre M. Philippot. C'était infernal. Et à la fin, j'ai tout envoyé balader parce qu'il y a un moment, quand vous ne pouvez pas forcer des ânes à boire. Pourtant, au niveau programmatique, les trois... Mais on pouvait très bien. C'est pourquoi j'en ai tiré les leçons. Et j'ai dit, à la présidentielle, je vais m'adresser directement aux souverainistes. Puisque les chefs ne veulent pas s'entendre, moi, je m'adresse aux électeurs. C'est beaucoup plus simple. C'est d'ailleurs l'esprit du général de Gaulle. À partir du moment où les partis politiques ont failli, moi, je m'adresse aux Français. Voilà. Et je m'adresse aux Français amoureux de la France, aux patriotes, aux souverainistes qui ont compris la question clé. C'est que ça sert à rien de faire des programmes électoraux, ça fait 20 ans qu'on en fait, si on laisse une dictature s'imposer. Mais je vous mets en garde, l'Union européenne est en train de changer de nature, là. Ce qui se passe en Roumanie, ce qui se passe en Pologne, je lisais ce matin un article sur la Pologne, Tusk est en train de piétiner la Cour constitutionnelle qui, elle, veut défendre une élection impartiale pour la présidentielle. Je ne sais pas si on réalise ce qui est en train de se produire. Regardez le discours de Macron sur les réseaux sociaux. Sur Bolloré, qui serait maintenant un agent russe, comme moi. Non, mais on est en plein délire, on nage en pleine folie. Regardez à l'Assemblée nationale hier la résolution. Avant-hier. Mais c'est hallucinant. Moi, j'avais voté contre l'accord avec l'Ukraine, j'étais clair. Alors, Marine Le Pen, et je m'en réjouis, a dit sur CNews qu'elle était contre l'entrée dans l'Union européenne, mais les députés s'abstiennent. Et s'abstenir, ça veut dire passer, laisser passer. Mais ça veut dire quoi? Mais les Français attendent de la clarté. On ne gagne jamais à finasser. Donc, moi, je ne peux pas forcer les autres à faire ce que je penserais utile. Maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, en revanche, je ne vais pas me gêner pour dire ce que je pense et pour surtout proposer une voie aux Français. C'est très important et à tous les souverainistes. Et donc, ce qui n'a pas pu se faire aux européennes va se faire à la présidentielle, croyez-moi. Eh bien, merci beaucoup d'être venu dans mon émission. C'était un plaisir de vous recevoir. On espère que vous reviendrez très bientôt. Mais moi, vous savez, vous m'invitez, je viens. Place tout de suite à l'excellence à la française. J'accueille Mathilde Paris juste après un petit clip promotionnel de 10 secondes. Merci.